Eh bien, bonjour à tous et merci beaucoup d'être présents pour cette première conférence de l'année, une conférence consacrée à l'intuition. Et pour nous présenter ce sujet, j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Daniel Kieffer. Bonjour Daniel. Bonjour Véronique. Alors Daniel, vous êtes naturopathe, vous êtes psychothérapeute, vous êtes aussi l'auteur d'à peu près 40 ouvrages consacrés à la naturopathie, mais pas que. Beaucoup consacrés à l'être humain, à l'humain dans sa globalité, à l'humain de manière holistique. Pour rappel d'ailleurs, Daniel, vous avez animé chez nous au mois d'octobre dernier une conférence sur la détox holistique que vous pouvez retrouver, qui est disponible en replay sur MyHub. Voilà. Cette même conférence aujourd'hui est enregistrée. Elle sera également disponible en replay d'ici environ 48 heures sur un autre lien que nous vous fournirons en fait par messagerie. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'intuition. Le titre de la conférence est « Si vous faisiez confiance à votre intuition pour mieux gérer votre quotidien ». Effectivement, nous allons parler de qu'est-ce que c'est l'intuition, qu'est-ce que n'est pas l'intuition, la différence avec l'instinct, et puis aussi comment utiliser notre intuition pour prendre des décisions qui soient peut-être plus appropriées, faire des choix aussi plus judicieux dans notre quotidien. Donc, je vais vous laisser la parole, Daniel, et nous partons pour environ 50 minutes de conférence. Un temps sera donné pour les questions-réponses juste à la fin. Parfait. Merci beaucoup. Merci de cette opportunité. C'est vrai que parler de l'intuition, ça ouvre à beaucoup de questionnements, ça nous confronte avec parfois des confusions, avec l'instinct, avec les prémonitions. Et parler de l'intuition, c'est se rapprocher aussi de la petite voix intérieure. Comment mieux l'écouter, comment s'en rapprocher. Est-ce qu'il y a des outils, des méthodes? Est-ce qu'il y a des barrages aussi dans notre comportement qui s'opposent à l'accès à cette source de connaissances? Alors, de quoi on parle? Bon, on sait que le dictionnaire nous dit qu'il y a derrière, il y a du latin, intuitio, qui veut dire le regard, la vue, porter un regard un peu neuf sur quelque chose, avec une certaine attention. Et les dictionnaires nous disent que c'est une connaissance quasi directe, quasi spontanée, d'une certaine vérité, qui ne passe pas par le raisonnement, qui chante le mental, et qui nous lance directement dans l'expérience. Un sentiment qui serait comme irraisonné, pas forcément non raisonnable, mais non raisonnant, dirons-nous, qu'on ne peut pas forcément vérifier a priori, qu'un événement va se produire, que quelque chose existe, bon, comme par exemple avoir l'intuition d'un danger, bien sûr. Beaucoup d'informations dans notre monde occidental, nourries par les sciences et depuis quelques années de mieux en mieux par les neurosciences, ont tendance à simplifier ou à réduire un peu l'intuition à un processus de rappel. Le rappel que notre cerveau élaborerait à partir de souvenirs, à partir de propres expériences passées, des connaissances passées, et en quelque sorte, ce qu'on appellerait une intuition serait juste une forme d'illusion cognitive, mais rien ne viendrait de l'extérieur et rien n'apporterait du nouveau. À l'opposé de cela, puisque autant on peut respecter la psychologie occidentale et les sciences modernes, on peut aussi écouter ce que disent les orientaux, l'Ayurveda, les pensées bouddhistes, tout entendre les arts martiaux. Et eux nous disent que l'intuition est beaucoup plus intrinsèque. Elle vient d'une part interne de notre psyché, un peu supraconsciente, quelque chose qui descendrait sur nous. Alors d'où? Pour Jung, ça serait le soi, pour d'autres, ça serait le moi supérieur. La nature de l'esprit, diraient les orientaux, les bouddhistes. Puis parfois, on trouve des amalgames. On dit un peu tout et n'importe quoi sur le web aujourd'hui. Et il y a notamment un amalgame assez fâcheux avec l'instinct. Or, l'instinct, de toute évidence, est quelque chose qui peut nous sauver la vie aussi, mais qui est commun à une espèce animale notamment. Et on va retrouver l'instinct de conservation, chez l'humain aussi, bien sûr, l'instinct de protection de notre territoire, protection des enfants, des petits,
Et ces instincts-là sont tout à fait légitimes, des vraies valeurs indispensables à notre survie, certes archaïques, hein, venant d'un cerveau très très profond, mais tout à fait respectables. Et de la même façon, les émotions qui sont toutes proches de cet univers, les émotions fondamentales que sont souvent la peur, la honte, le dégoût, la joie, la tristesse, etc., on peut les qualifier d'instinctives, puisqu'elles sont expérimentées par l'enfant très très tôt, avant même que la culture ne vienne le formater, hein, dans certaines croyances. L'intuition devient dès lors comme une forme l'aperçu du réel qui passerait comme ça par une voie directe, en pleine conscience, alors que dans l'instinct, quelque chose semble monter beaucoup plus de la biologie finalement, de nos racines. Dans l'intuition, on peut décider quelque chose dans l'immédiateté, comme si on recevait un éclairage nouveau qui nous dit, voilà, ça c'est juste, on y va, tu n'as même pas à réfléchir. On peut penser, dans le secteur des médecines dites naturelles, à l'olfactothérapie, hein, c'est-à-dire tout ce jeu intéressant qu'il y a avec les huiles essentielles, avec les parfums, et qui nous ramène à des émotions, qui nous ramène à des souvenirs. Et je fais un pont avec l'instinctivorisme, qui est une façon de s'alimenter juste en flairant les aliments. Est-ce que ça sent bon? Est-ce que j'ai envie de le manger? Quand je l'ai en bouche, est-ce que c'est agréable? Si oui, je peux aller plus loin, je peux l'avaler. Et il y a eu toute une époque, il y a quelques années, qui était un peu à la mode autour de l'instinctothérapie. Ça ne marche, pour être bien clair, ça ne marche qu'avec des aliments crus et non transformés. Mais c'est vrai que chez les enfants, c'est vraiment sympa. On peut leur présenter les tout petits, même une cuillère de n'importe quel produit cru et vivant. Hein. Eh bien, ils ouvrent la bouche ou ils tournent la tête. C'est clair. Après, la gastronomie, la gourmandise, la société complique sacrément l'instinct alimentaire. Mais si je fais un lien entre l'olfactothérapie, hein, les huiles essentielles, et l'instinct alimentaire, c'est qu'elles mettent en marche ces deux techniques, les mêmes zones du cerveau, qui est l'orénencéphale, une partie accessible par les voies respiratoires. Et là, vraiment, c'est la biologie qui parle. Donc, ne pas confondre avec l'instinct, ne pas confondre non plus avec des dérives un peu comme la médiumnité, un certain nombre de choses un peu fumeuses. Tout ça est loin d'être clair et loin d'être homogène. Est-ce qu'on est en lien avec une présence, est-ce qu'on se construit une illusion lorsqu'on entre en contact, entre guillemets, avec l'au-delà ou avec telle ou telle entité? Ça fait 2 siècles hein, que Alan Kardec avait lancé cette idée qu'on pouvait entrer en contact avec les disparus. Et puis là-dessus, bien sûr, c'est créer tout un amalgame souvent fâcheux avec le vaudou, avec les maisons hantées et je ne sais quoi. C'est très présent encore au Brésil et en Grande-Bretagne aussi, mais il n'y a pas de relation vraiment entre la médiumnité et l'intuition. Alors, est-ce qu'il y aurait un référentiel, une façon de réfléchir à partir du yoga, à partir de la pensée ayurvédique? Vous avez entendu parler des chakras, bien sûr, les centres énergétiques qui sont en lien avec certains plexus nerveux, avec certaines glandes endocrines. Et autant le chakra de la base, c'est-à-dire le centre qui nous relie à la terre, est vraiment lié à la sécurité et à nos racines, on ne communique pas avec les autres par ce centre-là. Et à l'autre bout, au sommet de la tête, le centre qu'on appelle coronal, il n'y a pas moyen non plus de l'utiliser pour communiquer avec nos proches. Par contre, si ces deux centres-là sont verticaux, il y a les 5 centres de la tête, de la gorge, du cœur, du plexus et du ventre, qui eux sont comme horizontaux et qui nous permettent de faire des échanges permanents les uns avec les autres. Et quand on considère le diaphragme, qui est comme, vous savez, ce parapluie ouvert qui sépare un petit peu 2/3 inférieurs de la cage thoracique, le cœur et les poumons au-dessus et tout ce qui est viscéral en dessous, eh bien, on peut considérer que sous le diaphragme, il y a 3 centres énergétiques qui sont liés à la sexualité, aux émotions et à tous les instincts primaires. C'est en quelque sorte notre
part d'animalité, mais l'instinct ne peut pas habiter dans cet univers. Pardon, l'intuition ne peut pas habiter dans cet univers. Il vient forcément des centres supérieurs, qui sont le centre du cœur, et ça sera l'intuition du cœur, l'intuition de cette petite voix proche de l'empathie, proche de la relation cœur à cœur, ou bien souvent par le centre frontal. Et là, on pourra parler d'une relation d'intuition plutôt mentale ou supramentale, comme une préscience directe de telle connaissance, de tel savoir, de telle part de petit éclat de sagesse. Bon. Et c'est intéressant de savoir à quoi on va se lier finalement. Qui est notre maître? Est-ce qu'on habite au-dessous du diaphragme, ce qui est tout à fait légitime en termes de biologie et de relations peut-être aux aliments ou de relations intimes? Ou est-ce qu'on habite au-dessus et est-ce qu'on va visiter toutes ces ressources qui sont dans les centres supérieurs, notamment du cœur? Le cœur, c'est quand même l'école de l'amour. Hein. Donc, est-ce qu'on sait aimer? Est-ce qu'on est capable d'avancer dans ce cheminement en termes de pureté de relation, d'inconditionnalité de l'amour et de la joie? Et puis, est-ce qu'on est capable d'investir dans le centre frontal par la méditation, bien sûr, par le yoga nidra, par la sophrologie, et puiser d'autres ressources là, qui ne sont pas des ressources du cœur, mais des ressources de la conscience, de la pleine conscience, comme on dit aujourd'hui. C'est un peu à la mode. Alors on pourrait dire que l'instinct monte de la cave dont parlait Freud, hein, notre biologie la plus profonde et toutes les mémoires archaïques qui sont en nous, et on pourrait dire que l'intuition descend de l'âme, descend du moi supérieur, quel que soit le nom que vous lui donnez, la petite voix ou le maître intérieur. Et on se rend compte dans l'histoire qu'un certain nombre de scientifiques ou de philosophes, de penseurs, d'artistes ont très largement utilisé l'intuition pour réaliser leurs œuvres. Platon disait qu'une idée précède la pensée. Souvent, on amalgame les deux, parce que le mental est très fort, mais l'idée n'est pas encore mentalisée. Elle est comme une intuition directe d'un projet, d'une aspiration à quelque chose. On visualise, un peu comme un architecte qui se réveille le matin avec un projet d'œuvre. Il est dans le monde des idées, et puis les choses vont descendre peu à peu dans la conscience pour prendre forme. Comme il va vers son bureau d'études, il pose des plans, des cotes, des nombres. C'est un autre niveau. On est passé de la pure conscience au monde de l'information. Et puis, toutes ces informations, ces plans, il faut qu'il les confie à des maîtres d'œuvre, à des chantiers qui vont mettre en acte ce projet. Là, on passe dans le monde de l'énergie. Et puis, quelques mois plus tard, on a un pont, une maison, une cathédrale. C'est le monde physique tel qu'on l'attend. Mais à l'origine, c'était une idée, quelque chose de quasiment spirituel, de quasiment virtuel. Et c'est descendu dans l'information, puis dans l'énergie, puis dans la matière. Et ces quatre mots importants, conscience, information, énergie, matière, on peut les mémoriser parce qu'elles sont aujourd'hui enseignées et étudiées par une majorité de physiciens quantiques ou d'astrophysiciens et de médecins qui travaillent dans l'énergétique également, pour montrer que la maladie psychosomatique, comme on l'appelle, elle suit le même raisonnement. Quelque chose cafouille en amont, de l'ordre de la conscience, s'inscrit peu à peu dans le monde des émotions, dans le monde de la psyché, c'est l'information. Et tout cela va bouleverser, sans qu'on le sache vraiment, nos énergies, nos plexus, notre système nerveux, le système des chakras en Inde. Et, in fine, on va se retrouver avec une colopathie, avec un souci dermatologique ou je ne sais quelle maladie dite psychosomatique. Dans ce cadre-là, la science n'est pas du tout l'ennemi de l'intuition, puisqu'on peut reconnaître que à l'origine des grandes découvertes, il y a souvent ce flash intuitif, avec des exemples qui sont faciles à partager. La pomme de Newton,
Hein. Vous vous souvenez, à l'école, il a découvert la gravité en voyant une pomme tomber d'un arbre. Et ce n'était pas quelque chose d'intellectuellement développé, c'était vraiment un flash cognitif. Archimède a fait pareil dans sa baignoire, quand il a compris qu'un corps plongé dans un liquide subissait une poussée inverse proportionnelle. Vous vous rappelez, c'était à l'école, ça, en quatrième. Moins connu, j'ai noté qu'un certain Melvin Calvin, qui est un prix Nobel de chimie des années 60, il attendait sa femme dans sa voiture, elle faisait des courses, et en une seconde, il a compris le mode de formation du carbone, qui est quand même assez extraordinaire, alors qu'il était plutôt détendu, peut-être même un peu impatient. En 64, jusqu'après lui, il y a un certain Peter Higgs, qui était en vacances en Écosse et qui a eu comme un éclat de conscience qu'il a appelé les particules de Dieu. C'était audacieux. Et aujourd'hui, les choses sont intégrées depuis les années 2010, hein, et c'est ce qu'on appelle le boson de Higgs, le nom de ce physicien, qui fait la joie d'un certain nombre de chercheurs et d'universitaires. Ça veut dire que pour un chercheur, l'intuition est une belle voie d'accès. Pour l'intuition, c'est une porte ouverte vers la créativité, vers le renouveau. Ce qui veut dire que ce n'est pas forcément le rappel, hein, comme on aurait tendance à le croire parfois, le rappel du connu, ce n'est pas forcément la mise en ordre d'éléments qui étaient déjà dans notre subconscient, il y a l'accès à quelque chose de nouveau. Et j'étais ravi de noter que même l'Académie des sciences à Paris, c'est assez récent, hein, c'est 2008, reconnaît, je cite, après une étude très sérieuse, hein, que l'imagination et l'intuition sont deux qualités indispensables aux chercheurs. On avance, on avance. On peut se souvenir aussi de Henri Poincaré, hein, qui a laissé beaucoup de traces en littérature et en mathématiques. Et lui, il parlait du résultat d'une certaine sensibilité esthétique, non consciente, qui permettait d'entrer en contact avec certaines réalités, des réalités cachées. Alors, qu'est-ce que vient faire l'esthétique là-dedans? Ben, c'est le pont peut-être entre la science et l'art. Et on sait très bien, quand on écoute des œuvres de Bach, par exemple, que les mathématiques sont derrière. Et quand on regarde tous les canons de la beauté grecque, les mathématiques sont là aussi, tout autant que dans la spirale de l'ADN, les nombres sont derrière, tout autant que dans la galaxie. Les philosophes les plus audacieux vont dire que, comme les Grecs, le bien, le beau, le bon, le vrai sont issus de la même source. Et par l'intuition, accéder à cette source permet en quelque sorte une brèche vers une connaissance universelle, qui est ce monde des idées dont parlait Platon. Ce même Poincaré, une citation qui est intéressante à partager, il disait: c'est avec la logique que nous prouvons les choses, mais c'est avec l'intuition que nous les trouvons. Donc, il faisait bien la part de ce que j'accueille d'une façon tout à fait non rationnelle et ce que la raison va en faire après pour aller vers une démonstration. Entre nous, c'est la même chose dans l'art. Hein. Si vous regardez avec une certaine innocence, avec un certain émerveillement, l'œuvre de Rodin ou de Mozart ou de Léonard de Vinci, est-ce qu'on peut dire que ces gens-là n'ont fait que récupérer des bribes de connaissances qui étaient déjà là? J'en doute fort, j'en doute fort. Est-ce que leurs œuvres est le fruit de l'instinct? On ne peut pas dire oui, on ne peut pas dire oui. Et là, on est proche d'une intuition qui serait comme une grâce, qui serait comme métaphysique. Et j'aime bien me souvenir que Aristote, quand il parlait des artistes, il disait que l'artiste est là pour faire descendre un morceau du ciel sur la terre. Et c'est ça l'art au sens propre du terme, hein, au sens noble, ce fragment du ciel sur la terre qui nous amène des émotions tout à fait particulières et cette part d'émerveillement. D'ailleurs, beaucoup d'artistes, comme beaucoup de scientifiques, disent avoir rêvé leurs œuvres, avoir été inspirés. Vous voyez le souffle de l'esprit
Et c'est vrai que le matin, au réveil, parfois, ils se jetaient sur leur toile ou sur leur piano. C'est un peu la distinction qu'il y a entre le rêve et le songe. Si on est précis, d'ailleurs, le rêve, on le sait en neurosciences aujourd'hui, il est très utile pour remettre de l'ordre dans les événements de la journée. Il va classer, trier, il nous aide à prendre du recul vis-à-vis des émotions. Il nous aide à mettre en ordre les événements qui nous ont un peu traumatisés. Et généralement, le rêve se passe, consciemment ou non, dans les 2 premiers tiers de la nuit. Et parfois, comme un cadeau, dans le dernier tiers de la nuit, entre 4 heures et 7 heures du matin, vous pouvez avoir un songe. Et là, quand on se réveille d'un songe, on sait que quelque chose de précieux s'est passé. On n'est pas du tout en train de trier ces émotions de la journée précédente. On est en train d'accueillir un éclat de conscience. Avec ce sentiment, si ça vous est déjà arrivé, 1, que c'est important pour vous et pour les autres. 2, que vous devez le partager, quelque chose à faire, quelque chose à dire. Et 3, on n'est pas bouleversé du tout de la même façon. C'est pas quelque chose qui nous chahute au plan biologique ou plexus solaire, si vous voulez. C'est comme une espèce de mission. Vous avez peut-être eu ce songe d'un avion qui se crache et votre ami qui devait voyager, vous l'appelez au téléphone en lui disant, écoute, j'ai rêvé que ça te passerait mal, déplace ton vol, et l'avion se crache. Bon, c'est des choses qui arrivent. Parfois, vous avez le songe d'une naissance, hein, on appelle ça une prémonition. Vous rêvez que un bébé est arrivé, là, chez une amie, ou dans votre famille, ou chez vous. Parfois, c'est la prémonition d'un décès. C'est très fréquent d'avoir des petits clins d'œil comme ça d'un grand-père, d'un tonton qui est en train de quitter son corps et qui vient vous faire un coucou la nuit. On est dans ce monde. Voilà, je vous invite juste à être attentive à cela, à en prendre soin, parce que très souvent, le mental, la raison, tend à ne pas écouter cette petite voix et c'est trop dommage. Alors, est-ce que ces informations viennent de la biologie du cerveau? C'est tentant de tout réduire à des neuromédiateurs. C'est tentant de dire, ben voilà, on a des ondes cérébrales ici particulières. C'est ça la créativité artistique, c'est ça la vérité scientifique. C'est quelque chose que je propose de réfléchir, hein, sur lequel je propose de réfléchir, parce que si ce n'est que la biologie qui parle, ou en tout cas si on porte un regard essentiellement scientifiquement correct sur la vie intérieure, on a un discours vraiment très réducteur. Ce n'est pas parce que la biologie démontre des neuromédiateurs particuliers, des zones du cerveau qui travaillent, des ondes cérébrales bien précises, que le cerveau sécrète la pensée. J'ai longtemps travaillé là-dessus en cherchant dans toutes les banques de données du monde, j'ai fait ça il y a 5 ou 6 ans, pour voir ce que tous les neuroscientifiques de différents pays pensaient d'où vient la pensée. Et actuellement, je vous affirme qu'il y a à peu près 50% des scientifiques qui disent oui, c'est le fruit d'une activité électrique et biochimique du cerveau, et 50% qui disent audacieusement non, la pensée est extracérébrale. Extracérébrale. Tiens, ça fait penser à un plan mental, comme on dit en yoga parfois. Hein. Et le cerveau n'est là que comme un ordinateur qui va décoder, interpréter, à l'échelle de la biologie, des informations qui descendent en quelque sorte du plan du mental. Je vous laisse décider. Lorsqu'on parle de l'intuition, elle doit être validée par la science dans un second temps. Ça veut dire que les faits doivent valider l'intuition, sinon c'est de l'imagination stérile, ou du fantasme, ou allez, un petit bout de délire psychiatrique, un désir qu'on va projeter. Mais ça, c'est pas de l'intuition, c'est quelque chose qui part de la volonté
et qu'on peut très bien analyser dans notre histoire personnelle. Par contre, si l'intuition est validée par les faits, comme tout à l'heure le crash de l'avion, ou la naissance du bébé, eh bien, c'est la preuve évidente qu'on ne s'est pas trompé et qu'on a eu accès à cet éclat de pure conscience, comme on pourrait dire. Ne confondons pas l'ordinateur et le programme, ni même celui qui a fabriqué le programme. En d'autres termes, et avec un peu de sourire, l'ocytocine, qui est l'hormone du plaisir, vous le savez, je crois qu'il faut beaucoup plus que quelques neurones de notre système limbique émotionnel et de l'ocytocine pour expliquer l'empathie, pour expliquer l'amour, pour expliquer le sentiment amoureux. Et heureusement, parce que si on commence à mettre en éprouvette et en médicaments tous nos états supérieurs de conscience et toutes nos capacités de cœur, bah, où va-t-on? Alors, on sait tout de même que les ondes du cerveau nous indiquent notre capacité intuitive avec une certaine précision. Les ondes cérébrales sont connues depuis les années 50, 60, hein, alpha, bêta, θ, etc. Ce sont juste des ondes électriques qui correspondent à certaines activités, à certains plans de conscience. Et il y a encore une dizaine d'années, on observait certains cerveaux de méditants notamment, de personnes rompues à des techniques de yoga, de sophrologie, qui avaient des ondes qu'on appelait tout à fait paradoxales. Ils avaient des bouffées d'ondes qu'on appelait gamma, et pendant qu'ils étaient en relaxation profonde ou en méditation, ou que certains thérapeutes étaient en train de donner des soins très très subtils, une partie de leur cerveau était effectivement détendue, relaxée, profondément disponible, et toute une partie du cerveau était en train d'émettre des ondes comparables à celles d'un vrai délire schizophrénique, d'une totale agitation intellectuelle et émotionnelle qui correspondait à des ondes de gamma qui montaient jusqu'à 80, 100, 150 Hz. C'est la fréquence des ondes cérébrales. Et aujourd'hui, donc, on a validé scientifiquement que ces ondes étaient pas du tout liées à des activités psychiatriques, mais à la créativité. On les retrouve chez les artistes dans les périodes d'inspiration. On les retrouve chez les méditants, pour ceux qui sont vraiment rompus aux techniques de vie intérieure. On pense à Mathieu Ricard, hein, on pense à beaucoup d'autres. Au Dalai Lama, c'est beaucoup d'autres. Et on s'est aperçu que l'intuition était effectivement liée à ce paradoxe neuronal. Une partie du cerveau complètement zen et une partie du cerveau qui bosse à un haut niveau, histoire de dire que l'intuition, c'est pas forcément quelque chose de passif, hein, pour notre cerveau. Bon, le fait, en tout cas, d'abandonner l'expérience intérieure juste au monde des philosophes ou des religieux, c'est une façon de botter en touche pour pas mal de scientifiques. Et heureusement que la science aujourd'hui, dans ce troisième millénaire qui débute, s'implique sur un mode beaucoup plus de la synthèse. Hein. On parle d'approche intégrative. Il est temps de réconcilier la science et la conscience. Il est temps de réconcilier l'Orient et l'Occident. Des journaux comme Nexus, des journaux comme l'Inexploré aussi, sont aujourd'hui, je crois, à saluer, parce que, bon, je n'ai pas d'intérêt personnel dans ces publications, mais elles sont courageuses et elles rassemblent un certain nombre d'informations avec une méthodologie qui se veut rigoureuse pour montrer finalement tout ce qu'on appelle le hasard, tout ce qu'on appelle les phénomènes un petit peu étranges. Ils peuvent s'expliquer, ils peuvent se comprendre, à condition de les regarder avec objectivité, sans a priori, avec cette souplesse intellectuelle qui s'oppose à la pensée unique, qui s'oppose à la psychorigidité, qui est bien dangereuse, bien dangereuse. Même Albert Einstein, hein, ça fait exactement un siècle aujourd'hui, il disait que le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito tout de même. Donc, avec son humour, vous le voyez là, tirer la langue. Hein. Concrètement, qu'est-ce qui peut vous aider? Alors,
on arrête un peu la théorie. Qu'est-ce qui bloque l'intuition? Pourquoi est-ce que tout le monde n'a pas des antennes suffisamment déployées pour être en permanence dans cette conscience éclairée qui nous amènerait toujours à avoir une pensée juste, une parole juste ou une action juste, qui ferait de nous des créateurs en permanence? Il y a déjà l'alimentation, bien sûr. La casquette de naturopathe est forcée de vous dire que l'alimentation très sucrée, très industrielle, très animale également, ne favorise pas. Favorise pas la santé du cerveau ou des neurones, ne favorise pas l'équilibre des neuromédiateurs. Et quelque part, ça nous ralentit dans la quête d'une certaine vie intérieure. L'alcool et les drogues sont intéressantes hein, quand on observe les états modifiés de conscience qu'elles peuvent développer. On sait que le premier bénéfice de l'alcool, c'est par exemple de se désinhiber. Mais le souci, là, c'est que ces altérations de la conscience risquent de froisser l'intuition, risquent de la déformer, et c'est ce qu'on peut avoir dans les expériences d'LSD, notamment, hein, les expériences psychédéliques, qui ont été bien étudiées par beaucoup de chercheurs. Et en pathologie, on connaît les délires d'une très mince, hein, des alcooliques. Donc, bien sûr qu'on va avoir une conscience modifiée, mais pas forcément pour le bien. Au-delà de l'alcool et de l'alimentation, c'est probablement les croyances erronées, les croyances limitantes, cette psychorigidité qui est essentielle. Il y a une jolie phrase qu'on utilise en sophrologie, on pourrait la sortir en soirée, c'est nous souffrons d'une forme de rigidité. Oui, la phrase, voilà, c'est assouplissez vos schémas cognitifs. En français, vous avez compris, c'est mettre de l'huile. Mettre de l'huile dans ses croyances et cesser de se scléroser, de se fixer sur une seule vérité, qui souvent d'ailleurs est une vérité issue de nos parents ou de notre culture. Les croyances erronées et puis les peurs. Les peurs bloquent bien évidemment l'accès à tout ce qui est un petit peu original, un petit peu différent. Le doute, autant le doute est utile dans une démarche de réflexion scientifique, hein, c'est bien de douter, mais quand le doute devient votre maître, évidemment, il n'y a plus d'avancée. Je crois aussi que le fait de s'isoler de la nature, de se couper du soleil, des arbres, de la vie des animaux, artificialise tellement notre comportement. Je crois que ça procède aussi d'une certaine rigidification, d'une certaine sclérose de la pensée et du comportement. Vivre auprès de la nature, c'est se ressourcer, c'est oser retrouver de la simplicité. Regardez comment les médias aujourd'hui véhiculent positivement la sylvothérapie, hein, l'intérêt psychologique et psychosocial de fréquenter les arbres, de les toucher, de leur parler, de leur faire des câlins. Donc, il est temps d'avoir cette forme d'ouverture, hein, d'ouverture intégrative et d'assouplir nos croyances pour permettre l'ouverture à d'autres plans de conscience. D'où l'intérêt de l'hygiène de vie sur un plan très global, hein, très holistique. À l'opposé, qu'est-ce qui va vraiment favoriser l'intuition? Qu'est-ce qui peut vous aider, tous et toutes, à ouvrir vos portes de la conscience, à étirer vos antennes télescopiques? Eh bien, d'abord, avoir un excellent sommeil. S'accorder le sommeil, c'est essentiel. Un sommeil récupérateur, un sommeil qui vient rapidement, un sommeil qui n'est pas trop coupé. Et qu'est-ce qui favorise cela? Plein de choses, hein. Ne pas trop manger le soir, bien aérer sa chambre, avoir un rituel d'endormissement aussi. On s'endort toujours dans le rituel, que ce soit un geste, une prière, une position, un doudou. C'est vrai que les sportifs de haut niveau, ils partent au bout du monde avec leur doudou dans leur valise, hein, sinon ils ne dorment pas.
Voilà, on n'est pas loin des gris-gris et des amulettes, mais tant que ça marche, autant le garder, c'est pas toxique. Et puis, humblement, moi qui pratique et enseigne le Yoga Nidra depuis maintenant 55 ans, je dois dire que c'est une pratique extrêmement pédagogique qui nous permet de nous endormir de plus en plus consciemment, de plus en plus joyeusement, et qui ouvre les portes de l'intuition et de la créativité. Quand mes étudiants me demandent, mais comment vous avez encore écrit un bouquin là en 3 mois, j'ai honte de leur dire que beaucoup de choses se passent la nuit. Ça ne sort pas, c'est entre vous et moi ce que je dis là. Et ça ne sort pas d'ici. Et je veux dire que pas mal de conférences, pas mal de bouquins, des chapitres difficiles sur lesquels je bute un peu pendant la journée. Allez, il suffit de dormir en confiance. Et le matin, je me jette sur mon clavier et tout coule, et tout coule. Ça paraît simple comme ça, mais bon, il faut aussi s'accorder le temps de méditer. Heureusement, vous avez chez L'Oréal cette pratique méditative, hein, et je m'en réjouis vraiment. C'est quelque chose qu'il faut investir, surinvestir. Si vous imaginiez les bénéfices au-delà même du bien-être, il y a l'être bien, quoi. Il y a gagner son être-té. Tiens, c'est un mot de Madame Marie-Madeleine Davy, qui est décédée, je pense, aujourd'hui, une grande dame de la philosophie et de la Kabbale. L'être-té, gagner sa majuscule, si vous voulez. Grandir en pleine conscience vers le meilleur de soi et pouvoir le partager avec les autres. C'est ça l'un des buts ultimes de la méditation. C'est pas simplement être moins stressé et être plus performant dans l'entreprise, par exemple. C'est véritablement se rapprocher de son noyau spirituel, de sa source, de son précieux. C'est accéder, en d'autres termes, à ses ressources. C'est juste ça. Les grands frères du Tibet nous disent, mais arrêtez de vous prendre la tête et de chercher l'absolu à l'extérieur. Le petit Bouddha, il est déjà en vous. Il suffit juste d'aller à sa rencontre. La méditation, donc. Toutes les formes de méditation, il y en a beaucoup. Et puis, au-delà du sommeil et de la méditation, je pense que les informations liées aux personnes que l'on va fréquenter, aux lieux que l'on va fréquenter, aux spectacles que l'on va goûter, aux lectures, vont très, très, très largement nous formater, soit dans le sens de la sclérose que j'évoquais tout à l'heure, ce manque d'huile dans nos connaissances et dans notre croyance, ou au contraire nous aider sur un chemin d'ouverture, sur un chemin d'évolution. Vous n'imaginez pas comme nous baignons dans un univers aujourd'hui qui se veut politiquement correct, qui se veut essentiellement à la solde du cerveau gauche, des forces de matérialisation, si vous voulez. Et c'est pas quelque chose que je viens d'inventer pour vous, c'est la pensée de Jung, c'est la pensée de Teilhard de Chardin. Vous avez entendu parler de ce philosophe qui a écrit de très très belles choses. Et lui, il disait, les humains, nous baignons dans ce qu'il appelait la noosphère et qui est la psychosphère. D'accord? Il y a l'atmosphère, la stratosphère, ça c'est facile à comprendre. Mais il y a la psychosphère, une espèce de bulle faite des énergies psychologiques, mentales, émotionnelles de toute l'humanité. Et on commence à découvrir que tout cela correspond à des longueurs d'onde, à des fréquences bien précises. On peut rentrer ou pas en affinité avec telle ou telle station, si vous voulez, planétaire. Et on est un petit peu responsable aussi, parce que quand vous vous abandonnez à la colère, vous devenez partenaire de la colère du monde. Vous y rajoutez votre propre énergie. Et inversement, bien sûr, dans les périodes où on est fatigué ou fragile, ou un peu déprimé, eh bien, on est beaucoup plus réceptif au négatif du monde, qu'on pourrait appeler radio-colère, radio-peur, radio-doute, radio-échec, radio-culpabilité. Ça marche très bien, ça aussi. Et bien évidemment, on va dire, mais est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une belle histoire qu'il nous raconte? Moi, je suis juste là pour vous dire de réfléchir. Alors, ne rentrez pas dans ma croyance. Quand on parle de pleine conscience aujourd'hui, c'est une belle chose, une bonne chose.
Eh bien, est-ce que c'est juste un travail, encore une fois, d'ordre laïque et essentiellement technique, ou est-ce qu'on pourrait gratter un peu derrière, forcer de rendre hommage au grand Thich Nhat Hanh, hein, qui a quitté son corps il y a quelques semaines. Quand vous l'écoutez, il y a des vidéos un peu partout maintenant qui circulent. Vous verrez que c'est au-delà de la technique et au-delà du bien-être. Donc, que cette évolution soit liée à l'intuition, c'est fort probable. C'est pas seulement un travail du moi pour le moi, c'est vraiment quelque chose qui va vers une forme de réconciliation avec notre soi, notre part supérieure d'être, si vous voulez. Depuis les années 60, on appelle ça l'état de flow. On prend le mot anglais parce que c'est difficile à traduire. Ça serait quoi? Comme un flux, bien sûr, une pluie de pleine conscience. L'état de flow, si vous l'avez vécu, ce que je vous souhaite, il faut l'entretenir, hein, bien sûr, ça correspond à un état très concentré, mais à la fois très détendu, un état extrêmement lié à l'ici et maintenant, d'où l'intérêt de méditer dans le présent, bien sûr. Et on s'aperçoit que cet alignement nous amène à une créativité, parole juste, action juste, pensée juste, et en plus de la joie, une joie très ineffable, comme si quelque chose coulait à travers nous, comme si on se reliait au meilleur de nous-mêmes dans une démarche extrêmement active. On s'approche de la conclusion, on voudrait garder quelques minutes pour vous faire une petite pratique. Je cite à nouveau Einstein pour le plaisir. Il nous disait, l'intuition est la seule chose qui vaille au monde. Le mental intuitif est un don sacré, et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Le problème, c'est quoi? C'est que nous avons créé une société qui honore le serviteur et qui a oublié le don. C'est bien inspiré, Einstein, hein, quand il a écrit ça. Cultivez l'état de flow, et vous pourrez faire l'expérience de l'intuition du cœur, cette petite voix qui nous lie à une empathie tout à fait inconditionnelle, et à l'intuition du mental. Il y a deux formes donc d'accès à cette connaissance, qui est plus cognitive et peut-être plus cérébralement correcte, si vous voulez. Alors, j'aimerais prendre quelques minutes pour partager avec vous une petite expérience de sophrologie ou de yoga nidra. Vous pouvez rester assis et assise, bien sûr. Détendez simplement vos épaules. Étirez doucement les cervicales, comme une petite marionnette qui serait tirée par un fil derrière la tête. Ça fait doucement rentrer le menton sans baisser la tête. Percevez bien le contact de votre corps là où vous êtes assis. Contact du sol sous vos pieds. Et pour faire très simple et très efficace, portez votre regard à l'entrée des narines, juste pour goûter la fraîcheur de l'air à chaque inspiration. À chaque expire, l'air est plus tiède. Discernez bien les deux. Et sur les 3 prochaines inspirations, accompagnez le souffle jusque dans l'abdomen. Ce petit ballon du ventre qui se gonfle à l'inspire et se dégonfle à l'expire. Tranquille. Tout va bien. Je propose d'inscrire sur l'écran de votre mental, un peu comme si vous étiez installé derrière le front, au spectacle. Imaginez que vous pouvez écrire avec un feutre lumineux une belle phrase et vous nourrir de cette belle phrase, tout simplement. Je vous invite à la répéter simplement à l'intérieur de vous-même.
J'accueille de mieux en mieux la petite voix de mon intuition. Je la respecte. Elle est la voix de mon moi profond et bienveillant. J'accueille de mieux en mieux la petite voix de mon intuition. Je la respecte. Elle est la voix de mon moi profond et bienveillant. J'accueille de mieux en mieux la petite voix de mon intuition. Je la respecte. Elle est la voix de mon moi profond et bienveillant. Imaginez, si vous le voulez bien, à présent, un paysage de campagne très agréable. Et vous cheminez dans une clairière. Sentez le bruit des branches parfois sous vos pas, peut-être le chant des oiseaux. Et à quelques centaines de mètres, la silhouette d'un bel arbre se dessine. Vous approchez doucement de cet arbre avec une certaine résolution, comme s'il vous attirait. Observez maintenant, est-ce qu'il a des racines? Comment est son tronc? Observez ses branches. Comment sont les feuilles? Est-ce qu'il a des fleurs ou des fruits? Et en contournant l'arbre, vous observez que derrière est comme une ouverture, une petite porte. Cet arbre est creux et vous pouvez vous y glisser. Osez rentrer dans cet arbre si vous le voulez bien. Sentez la fraîcheur à l'ombre, le parfum du bois. Et peut-être que cet arbre va vous parler dans quelques secondes. Même son silence est un message. Écoutez, maintenant. Tout va bien. Quel que soit le message, accueillez. Quel que soit le silence, accueillez. Sortez doucement de cette intimité végétale. Retrouvez les petits bruits de la nature. Retrouvez vos pas laissés dans l'herbe, sur les branches cassées. Et tranquillement, offrez-vous une autre belle phrase que vous laissez comme des graines dans votre conscience, comme une résolution. Je développe mon intuition, ma créativité, mes songes, et j'accède au trésor de mes ressources intérieures. Je développe mon intuition, ma créativité, mes songes, et j'accède au trésor de mes ressources intérieures. Je développe mon intuition, ma créativité, mes songes, et j'accède au trésor de toutes mes ressources intérieures. Respirez tranquillement. Contactez le sourire qui est dans votre poitrine, le sourire du cœur. Laissez venir comme une envie de bouger dans vos mains et dans vos pieds. Passez votre langue sur vos dents. Et je vous propose une grande inspiration thoracique, après laquelle vous pourrez ouvrir les yeux.
Un grand, grand merci de votre attention, de votre présence. Et prenez soin de toutes ces ressources. Merci beaucoup, Daniel. Merci aussi pour cette méditation très puissante. Je ne sais pas comment vous l'avez vécue, mais moi, j'y ai participé étant dans la même pièce que Daniel. Peut-être que c'était encore plus impactant, je ne sais pas, mais en tout cas, ça l'était. Donc, merci beaucoup. C'est la place des questions maintenant. Nous avons 10 minutes pour échanger. Et puis, évidemment, sachez que si des questions vous viennent pendant ces 10 minutes et qu'on n'a pas le temps malheureusement d'y répondre, Daniel y répondra ultérieurement et elles vous seront transmises. Enfin, les réponses vous seront transmises. Alors, peut-on s'exercer à développer son intuition? On l'a vu. Je crois qu'on a répondu. Oui, je crois qu'on a répondu. Est-ce que l'intuition n'est pas mal perçue, notamment dans le domaine scientifique, où tout doit passer par la démonstration du calcul? Est-ce que l'intuition s'oppose au calcul ou au contraire, est-ce l'association du calcul et de l'intuition qui font les plus grandes découvertes? Je crois qu'on l'a abordé clairement. L'intuition vient souvent donner l'idée, les prémices d'une recherche, d'une découverte, comme si le cerveau droit avait un temps d'avance. Et puis le cerveau gauche, rationnel et méthodique, vient développer, démontrer, chiffrer les choses. Les deux sont tout à fait respectables. Comment peut-on faire confiance à notre intuition? Et derrière cette question, ne prend-on pas le risque de passer pour un illuminé si on exprime un songe, par exemple? Oui, mais c'est très culturel. C'est très culturel. À quand ce type d'échange, de conférence au journal de 20 heures, quoi, hein? À quand? On est dans une société qui n'a pas forcément envie de changer, qui n'a pas envie de voir émerger un peu partout des créatifs, ce qu'on appelle des créatifs culturels, parce qu'on est porteur d'une nouvelle culture, d'une nouvelle dimension des relations humaines. On est bien au-delà des croyances. Alors oui, c'est vrai. Ayons le discernement de parler de notre vie intérieure avec nos proches, avec nos amis. Éveillons nos enfants, qui sont souvent avides de toutes ces infos, mais qui ont besoin d'être encadrés, d'être accompagnés. Et puis moi, je suis vraiment pour la réactivation des confidences entre amis, en famille. Tiens, faire des soirées sur ce dont on ne parle jamais. L'intuition, la vie intérieure, la vie, la mort, la joie, l'amour. Essayons d'en parler un peu et puis vous verrez que ça ouvre des portes et que tout le monde a envie de parler de ça, même les plus scientifiques. Quelle est la différence entre une prémonition et une intuition? Est-ce que la première s'impose? Est-ce que la deuxième nous offre un choix? Eh bien, la prémonition s'inscrit dans une démarche temporelle. Ça veut dire qu'elle donne avec un temps d'avance une information sur quelque chose qui peut se produire ou qui va se produire. Prémonition d'une naissance, d'une mort, d'un accident, alors que l'intuition est beaucoup plus ouverte à la créativité personnelle et à la connaissance, à l'accès à la connaissance à l'état beaucoup plus large. Il n'y a pas forcément dans l'intuition une part de prémonition. Par contre, dans la prémonition, il y a forcément l'intuition de quelque chose. Et la différence avec la télépathie? La télépathie est une forme très peu étudiée en France depuis longtemps. On avait étudié ça dans les années 1920-1930, à la fac de Dijon notamment. Je me souviens, le professeur Boutariac, qui avait mis en chiffres, en équations, et qui avait vraiment toute une unité de recherche sur la télépathie. En France, on n'a pas vraiment envie d'investir là-dedans, parce que ça ne nourrit rien, aucun laboratoire, aucun médicament, il n'y a pas d'intérêt personnel. Alors que des universités américaines, britanniques, allemandes, scandinaves ont véritablement des chantiers en cours depuis toujours sur ces processus qui sont parfois dans la grande famille de la parapsychologie. L'intuition, c'est juste apprendre à communiquer silencieusement les uns avec les autres. Vous en ferez l'expérience, par exemple, si vous êtes jumeaux. Les jumeaux communiquent souvent par la télépathie. Une maman et les jeunes enfants
c'est fréquent aussi. Les amoureux, les couples, dans les premières semaines de la relation qui est souvent passionnelle, combien de fois on m'a dit ah tiens, j'ai rêvé de ça au petit-déj, ça s'est passé là, et l'autre, mais oui, mais j'y étais, et ça s'est fini comme ça, ton rêve. Vous voyez, c'est une forme de partage très intime, cœur à cœur, mental à mental, et c'est quelque chose qu'on doit cultiver. Je pense que plus on est bien avancé sur un chemin intérieur, et plus l'intuition devient quotidienne. Est-ce que vous voyez un lien entre l'intuition et la synchronicité? Oui, complètement. Complètement. C'est un chapitre important dans l'œuvre de Jung aussi, qui est à l'origine de ses études sur la synchronicité. Et ça vient comme mettre un sous-titre intelligent à tout ce qu'on pourrait appeler le hasard ou les coïncidences. L'exemple le plus connu, c'est que vous pensez très fort à quelqu'un et que dans les secondes, il téléphone. Voilà, ça c'est une synchronicité évidente. Est-ce que c'est par télépathie qu'il vous a contacté juste avant? Est-ce que c'est une relation cœur à cœur, plus empathique? Peu importe. En tout cas, c'est une reliance très horizontale, les uns avec les autres, qui nous permettent de donner une qualité de lien qui, moi, me semble très, très précieuse. Plus vous êtes attentif et attentive à la synchronicité, et plus vous générez de la joie, et plus vous générez un comportement qui me semble riche et fertile pour tout le monde. Est-ce que le fait d'observer nos pensées nous permet d'accéder plus facilement à notre intuition? Très certainement. Ce sont les premiers pas des démarches de méditation de pleine conscience, notamment l'observation du souffle, l'observation du corps, l'observation des pensées, l'observation des émotions aussi, hein, avec cette idée que nous sommes l'observateur et qu'il faut bien distinguer celui qui observe, qu'on appelle en yoga souvent le témoin intérieur ou le veilleur silencieux, et il habite là. Il habite vraiment entre les sourcils. C'est celui que j'ai éveillé en quelques secondes tout à l'heure pour vous dire regardez ce qui se passe là, vous écrivez une phrase sur l'écran de votre front. C'est quelque chose qui peut devenir oui, beaucoup plus quotidien et qui nous permet de prendre cette distanciation importante vis-à-vis des productions du moi, des productions de l'ego. C'est une douce schizophrénie, bien sûr, puisqu'on se dédouble. Et attention au glissement. L'idée n'est pas de finir en hôpital psychiatrique. L'idée, c'est de ne plus être dupe de, entre guillemets, ça pense ou ça m'émeut. Ce ça, là, qui n'est pas loin du ça de Freud d'ailleurs, c'est lui qui mène les ficelles de notre pensée et de nos émotions sur un mode très chaotique. Mais regardez le ciel, les nuages passent et le ciel est bleu. Donc si vous regardez le bleu du ciel, il y a quelque chose de l'ordre de permanence, de très joyeux, de très paisible. Par contre, les nuages passent. Ben oui, ils passent. On donne souvent une image avec le Gange également, un fleuve très sacré en Inde, mais quand vous méditez au bord du Gange, vous voyez passer de temps en temps des branchages, des feuilles mortes, un lotus avec une fleur, et parfois des cadavres ou des excréments. Mais ce qui compte, c'est le fil du Gange. C'est pas de fixer son attention sur tel ou tel phénomène. Est-ce que cette impression de déjà vu ou de déjà vécu qu'on peut avoir parfois a un rapport avec notre intuition? Et je pense qu'on peut l'associer sans le réduire uniquement à cela, mais alors il y a peut-être deux dimensions du déjà vu. Il y a une dimension qui s'explique en effet en termes même de neurosciences et qui est un rappel que le cerveau construit à partir d'éléments déjà connus, parce que c'est une tendance du cerveau de se rassurer. Et un peu comme on fait de l'anthropomorphisme, vous savez, on voit de l'humain partout, dans une forme, dans la nature, un caillou, un nuage, autant le cerveau, il aime bien se rassurer en créant un bout de réel. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, bien sûr, cette sensation profonde d'être déjà allé dans un lieu inconnu, cette sensation profonde d'avoir déjà rencontré quelqu'un, d'être intime, d'être quasiment de sa famille. Et voilà, ça ne perd pas de temps. Là. Les présentations sont tout de suite là. Bien sûr, la pensée orientale nous dit que
ce sont des retrouvailles. Hein, et peut-être que c'est une piste qui va nous permettre, nous en Occident, d'aborder ce que l'Orient appelle le karma, avec sérieux. Alors justement, vous disiez que le cerveau s'arrange parfois avec la réalité, et donc on a une question. Que pensez-vous de l'idée soutenue par certains neuroscientifiques selon laquelle le cerveau est avant tout un filtre qui est là pour finalement nous couper d'une réalité qui pourrait nous blesser, que le cerveau est capable d'effacer des souvenirs douloureux, par exemple. C'est une référence que fait la personne au livre de Stéphane Alix, son dernier ouvrage, Nos âmes oubliées. Oui, Stéphane est quand même quelqu'un qui mérite d'être lu, comme la sauce INRES, dont il est président, je crois encore. Et le magazine Inexploré. Et le magazine Inexploré, voilà, qui avec courage va explorer justement les chemins les moins fréquentés, avec une méthodologie qui me semble honnête, qui me semble scientifique autant qu'il est possible de l'être, pour cesser de laisser dans une marge un petit peu fumeuse et sulfureuse tous ces phénomènes qui sont juste dérangeants pour notre culture du cerveau gauche. Donc oui, le cerveau est un partenaire de la conscience, il n'est pas à l'origine de la conscience. Un cerveau dont les ondes cérébrales sont plates, un coma dépassé, continue de générer des états de conscience modifiés. Lisez les études du docteur Charbonnier, par exemple, des milliers de personnes qui ont témoigné après un infarctus, après un coma, de ce qu'on appelle habituellement les tunnels, la lumière, la présence d'un certain nombre de guides. Cela nous amène à une réflexion nouvelle qui entre par la petite porte d'un scientifique et qui va, d'ici quelques années, j'en suis certain, devenir une évidence, une réconciliation vraiment science-conscience, et pourquoi pas science et spiritualité, bien sûr. Alors, une dernière question. Comment suivre son intuition sans laisser place à la peur? Peut-être autrement dit, comment gérer sa peur pour pouvoir laisser la place à l'intuition? Je vais répondre à la question, mais peut-être sur un mode qui n'est pas celui que vous attendez. C'est-à-dire que le moi, l'ego, le je, a mis des millions d'années à se construire et à s'auto-proclamer le seul maître à bord de notre vie, de notre existence. Et il a consolidé en saisissant les choses. Les bouddhistes parlent de la saisie du moi. Il a saisi la réalité de nos 5 sens, nos expériences sensorielles. Il a saisi toutes nos expériences émotionnelles. Et il a saisi toutes les croyances, toutes les facultés mentales, comme étant son univers, sa possession et son identité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des gens sont identifiés à leur persona, dirait Jung, c'est-à-dire à cet édifice physique, sensoriel, émotionnel et mental, qui peut être très brillant, qui peut avoir l'impression d'être très heureux avec son compte en banque, avec sa famille, sa grosse voiture et ses croyances, ses diplômes. Et oui, sauf que dans cet édifice, les souffrances sont forcément à la clé parce qu'elles sont limitantes. Et ce n'est pas parce que c'est facile de vivre en donnant les clés à son moi que c'est la seule aventure possible. Et proportionnellement, c'est comme si on allait entamer une démarche d'autolyse, de dissolution progressive du moi, en prenant un peu de recul. Oui, mes 5 sens, ça peut servir, mais ça peut se tromper. Et c'est sûrement pas l'intégralité du réel perceptible. Oui, mes émotions, je peux être en sympathie avec elles, je les respecte, mais est-ce qu'elles sont mes guides? Est-ce que c'est vraiment ça le but de la relation humaine? Est-ce que c'est vraiment la passion, le pathos, le drama? Peut-être pas. Est-ce qu'on n'est pas là pour apprendre à aimer? Est-ce que l'amour est une émotion? Est-ce que la voix du cœur n'est pas beaucoup plus exigeante que cela? Inconditionnelle? Et puis le mental, bien sûr, il est lié au cerveau, on le respecte. Et les diplômes, ça peut servir. Mais est-ce que c'est la finalité de notre conscience?
Est-ce qu'on n'a pas derrière tous ces artefacts finalement qui ne nourrissent que le moi, est-ce qu'on n'a pas une destinée beaucoup plus verticale, beaucoup plus inclusive, beaucoup plus inconditionnellement aimante et lumineuse qui s'appellera la voie avec un grand V, si vous voulez? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'aller au bout de cette épure que nous sommes, cette ébauche d'humain? C'est le poète Tagore qui disait l'homme avec une majuscule, c'est l'avenir de l'homme avec une minuscule. Comment est-ce qu'on va construire notre majuscule? C'est toute la question.